Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Et le Big Data Hebdo, ça peut être trois formes de choses. Ça peut être des épisodes de news où on vous dissèque les actualités récentes. Des épisodes d'interview où on invite quelqu'un pour venir nous parler d'un sujet spécifique, ou alors des épisodes un peu plus thématiques sur lesquels on revient en profondeur sur un sujet dont on a déjà parlé ou sur un sujet qui nous a été soumis par des auditeurs. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai un de mes plus fidèles co-animateurs puisque Nicolas est avec moi. Salut Nicolas, comment ça va ? Bonjour à tous, ça va, je m'amuse toujours. Après le data engineering dans LibreOffice, je suis passé dans les data frames, Belle progression. Il y a du mieux et du moins bon, on va dire. C'est toujours quelque chose un petit peu qui dépend aussi de quelle catégorie de data frame tu utilises. Et effectivement, on pourrait faire un épisode là-dessus, de pandas à polars en passant par d'autres, lesquels sont les meilleurs. Tu pourras peut-être un jour nous faire un retour d'expérience sur le sujet, justement, pour quelqu'un qui a abordé le sujet par la face nord, sous pression, puisque évidemment, et ce n'est pas pour faire une mauvaise blague par rapport à ce qu'est ton métier, mais Pas mal. puisque tu es toujours CTO chez Flovea et tu construis de la plomberie connectée. Ça, je suis une solution intelligente de gestion de réseau d'eau. Et pour ma part, je suis Vincent Huchting, je suis le cofondateur de ce podcast et quand je n'anime pas ce podcast, j'aide mes clients à construire les plateformes data et IA qui vont changer leur business. Et donc, n'hésitez pas à me solliciter. Merci d'avance. Alors, on va, avant de commencer cet épisode, on va parler d'un petit événement qui est sûrement la semaine prochaine, pour ceux qui seront à Devox Paris le 17, le jeudi 17. Eh bien, vous pouvez nous rejoindre puisqu'il y aura un BOF Big Data Hebdo, le même qu'on avait fait pas l'an dernier, mais l'année d'avant, je crois. Je me souviens plus. Peut-être l'an dernier. On a peut-être fait l'an dernier. Je me souviens plus. Et c'était donc, on va essayer d'enregistrer un épisode en live. Donc, d'ici là, ceux qui seront présents, n'hésitez pas à soumettre des sujets que vous voudrez nous voir aborder. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux. On a passé dans le Slack le lien pour faire les formalités administratives pour pouvoir entrer au Palais des Congrès ce jour-là. Donc, n'hésitez pas à venir. Je dis effectivement, on n'est pas obligé d'aller à toute la conférence, on peut venir juste le jeudi soir. Juste le jeudi soir et les places sont gratuites. Voilà, donc c'est important par contre de vous inscrire au préalable. Alors Nicolas, on va revenir sur de l'outillage qui est finalement entré dans notre quotidien il y a un petit bout de temps déjà, hein, puisque je me suis amusé à faire un petit peu d'archéologie dans les archives de ce podcast pour voir quand est-ce qu'on en a parlé la première fois. Et je crois que c'est toi qui en as parlé la première fois d'ailleurs, puisque tu rédigeais les brèves à un moment donné, et c'était dans une brève qu'on avait parlé en premier de ce sujet. Et donc, on va parler aujourd'hui de DBT, mais on va aussi parler de SQL Mesh, qui est son concurrent. Alors, on va voir que c'est pas tout à fait concurrent, parce qu'ils ont un positionnement un petit peu différent les deux. Mais on va parler de cette mouvance de l'analytic engineering et on va parler de DBT et donc de pourquoi est-ce que SQL Mesh est arrivé et qu'on va essayer de comprendre les deux outils et voir comment est-ce qu'il faut utiliser l'un ou l'autre. Et c'est vraiment un outil, enfin pour ceux qui ne se seraient pas penchés dedans, c'est vraiment quelque chose qui révolutionne. Et aujourd'hui, quand on interroge des gens autour de la manière de laquelle ils font ils imaginent la construction, la modélisation autour de leur data warehouse, je crois qu'on a quelque chose. J'ai lu des statistiques comme quoi 90 voire 95% des gens interrogés s'imaginer utiliser un outil tel que SQL Mesh pour faire SQL Mesh ou DBT. C'est plutôt DBT généralement, parce qu'il y a finalement assez peu de gens qui pour l'instant vont sur SQL Mesh directement. Mais il y a quand même une immense majorité des gens qui n'imaginent plus faire du SQL sans avoir un outil qui les aide à faire ça. Alors quand est-ce qu'on en a parlé ? C'est assez amusant puisque effectivement le premier tag, c'est pas d'hier, c'était le 7 mai 2021. Où on a le premier tag DBT qui est apparu dans ce podcast. On a enregistré 3 épisodes où on en a vraiment beaucoup parlé, si les tags sont fiables. J'entends. Je suis pas certain qu'ils soient fiables depuis toujours. C'est l'épisode 129 en 2021. Ensuite, on a fait le 187 où Paul Marcombe de Compte Nickel est venu nous en parler. C'est la manière de laquelle ils sont structurés justement leur data warehouse
avec DBT. Et ensuite, on avait eu même la chance d'avoir quelqu'un de chez DBT, Florian Eden, qui était venu nous voir pour l'épisode 195. Alors pour ce qui est de SQL Mesh, c'est un peu plus timide parce que on a une seule notion de SQL Mesh, c'est l'épisode 186 qui était en mars 2024. Donc on est un peu plus léger sur SQL Mesh, mais on va essayer de corriger tout ça. Alors, on va regarder un petit peu pour rentrer dans le vif du sujet et regarder un petit peu comment est-ce que ça se positionne. Finalement, il y a eu à un moment donné une nécessité de passer de batch SQL qu'on opérait sur des serveurs à un modèle un peu plus déclaratif et surtout à sortir de la requête SQL, que j'appelle toujours la requête SQL de plus de 500 lignes, qui est immaintenable. Et donc, l'une des premières choses qu'on a voulu faire, c'est dire, bon, à un moment donné, comment est-ce que je vais pouvoir découper ma requête en sous-requêtes et pouvoir faire que j'ai des modèles qui sont indépendants, que je peux tester indépendamment les uns des autres. Et ça, c'est vraiment moi, c'est ce qui m'a amené à utiliser ces outils. Hein. C'est vraiment cette nécessité de regarder dans quelle mesure je savais avoir du SQL plus modulaire et être en mesure de faire des choses. Alors, il y a aussi un deuxième facteur qui a fait qu'on est venu sur ces outils, c'est le retour en force du SQL. Ça, on en a souvent parlé déjà. Hein. C'est que à un moment donné, on avait dit surtout plus de SQL. C'est tellement le bordel ce SQL qu'on n'en veut plus. Et puis finalement, on a bien vu que sur les 5 dernières années, le SQL est vraiment revenu sur le devant de la scène parce qu'il y a eu des moteurs SQL qui se sont dotés de capacités super importantes. C'est-à-dire que finalement, quand on a un BigQuery, un Snowflake, aussi un Redshift, hein, et puis dans de moindres mesures, les capacités d'un Postgre sont devenues super importantes. Pourquoi aller s'enquiquiner avec d'autres langages Pourquoi aller s'enquiquiner, aller faire du Spark, du PySpark ou du Spark en Scala ou des choses comme ça, quand avec du SQL, on arrive à faire des choses assez énormes, quand on arrive à rajouter dans du SQL éventuellement des macros ou des fonctions qui me permettent de mettre une certaine logique à l'intérieur. Bon ben voilà, le fait de se dire finalement je peux faire des gros traitements en SQL a induit aussi le fait de se dire faudrait peut-être que je les fasse un peu plus intelligemment. Donc ça c'est un petit peu ce qu'on trouve à la genèse de ces outils, c'est cette mouvance ELT et SQL où effectivement le SQL devient l'outil pour tout faire, c'est-à-dire quand je fais de l'ELT, finalement je charge mes données dans ma base SQL et derrière je vais enchaîner des requêtes, des micro-batch SQL ou des batch SQL pour pouvoir processer ces données. Voilà comment on est arrivé, comment sur je veux dire, ça a dû commencer en 2020, 2020, 2021, comment sur les 4-5 dernières années, on a eu cette mouvance et cette nécessité d'avoir des choses qui sont apparues. Et c'est lié à une évolution du job ou pas? Toi, je me disais, effectivement, le SQL, c'est le DBA, c'est le DBA qu'on charge de faire du SQL, et puis, est-ce qu'il y a plus de data analysts qui font que ça... Je pense sincèrement qu'effectivement, dans les entreprises, on s'est retrouvé dans une situation où on a aussi voulu faire que les gens qui font la partie consommation de la donnée en sortie, c'est-à-dire la partie reporting et autres, se retrouvent avec un peu plus de capacité qu'ils en avaient jusqu'alors. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, auparavant, on avait des data engineers qui préparaient la donnée et des gens en sortie qui faisaient l'affichage de cette donnée dans du reporting. Je caricature peut-être un peu, hein, mais ça relève un peu de ça. Et là, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on permet de commencer à faire de la modélisation en SQL beaucoup plus facilement. Et donc, il y a eu cette évolution du job. Et c'est effectivement, puisqu'on va venir à parler maintenant de DBT, aux origines, c'est une boîte de consultants qui s'appelait Fishton Analytics, qui à un moment a dit attends, on n'arrête pas de faire de la modélisation SQL. Je vais faire très court sur les origines puisque Florian Eden dans l'épisode l'avait vraiment très bien fait. Mais on n'arrête pas de faire de la modélisation SQL, on n'arrête pas d'avoir du répétitif là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour avoir quelque chose maintenant qui soit plus simple et qui nous permette d'industrialiser un petit peu? Mais on verra que le débat il est pas à 100% couvert sur cette histoire d'industrialisation. Mais comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir réussir à avoir
un support qui nous permette de gérer ce SQL sans être à nouveau dans un sac de nouilles inextricable, qui est quand même le risque que l'on a. Et effectivement, ils ont voulu faire quelque chose qui soit analyst friendly, c'est-à-dire, et c'est là où ce nouveau métier d'analytic engineer est arrivé, en opposition au data engineer que l'on avait jusqu'à maintenant. Là, on avait vraiment les gens qui font de l'analytique, qui étaient capables d'ingénierer leur modélisation de données. Et c'est ça qui a vraiment, vraiment changé beaucoup la donne sur cette histoire. Et c'est ça aussi qui a fait qu'il y a eu une adhésion complètement folle autour de DBT, puisque au final, on résolvait un énorme problème qui était jusqu'à maintenant où, je me souviens, on avait les data engineers qui donnaient des tables à consommer aux gens qui faisaient du reporting, et puis les gens du reporting faisaient leur tambouille dans leur coin avec une certaine opacité. On se souvient tous des modélisations DAX dans Power BI ou des extraits de données dans des extraits de Pas données vraiment. à l'intérieur de tableaux où les gens réinventaient le monde, recréaient leur KPI à l'intérieur de ça. Et finalement, la puissance du moteur SQL qui était en amont, on l'utilisait assez peu. Donc, il y a vraiment ce truc-là qui est arrivé. Et donc, DBT, ils ont aussi fait un truc super intelligent au départ, c'est qu'ils ont décidé de faire une version qui s'appelle DBT Core, qui est le moteur central de DBT avec la capacité à faire que on utilise ce moteur, on puisse utiliser ce moteur en open source et qu'on puisse en ligne de commande lancer les commandes DBT, et une version managée qui est dans le cloud de DBT et qui, elle, va pouvoir interagir directement avec les moteurs, les engines cloud. Alors évidemment, je pense pas que DBT Cloud, si vous avez un PostgreSQL on-prem chez vous, puisse interagir avec, mais fondamentalement, cette dichotomie on fournit quand même le cœur du moteur en open source et on a une version SaaS pour ceux qui ne veulent pas avoir à gérer tous les artefacts et ainsi de suite et l'orchestration autour de ça. Et bien, au final, vraiment, ils ont réussi à avoir un super succès là-dessus, quoi. Et puis ils ont été malins parce que ça avait un outil qui était assez riche. Toi, sinon, tu l'utilisais pour Datatask, mais tout le monde pouvait l'utiliser de façon assez puissante. C'était pas une version trop bridée de l'outil comme on a pu avoir Ouais, par le ouais. passé dans certaines approches OSS versus Oui, 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 Premium ensuite, quoi. il y avait pas ce côté réducteur, effectivement. Globalement, moi, j'ai eu l'expérience chez un client d'évaluer DBT Cloud et d'un côté et d'évaluer DBT Core, et on avait foncièrement quelque chose en termes de features. Si on était capable d'orchestrer, si on était capable de mettre une UI comme nous on l'avait fait avec Datatask devant, bah finalement, il y avait évidemment des petites choses supplémentaires, notamment sur la capacité à gérer du multi-projet qui est dans DBT Cloud, qui n'est pas dans DBT Core. Mais ça, on y viendra après. Mais au final, pour des gens qui ont des besoins simples, la version open source fournit effectivement tout ce qui est nécessaire, quoi. Alors, comment ça fonctionne, cette affaire? Comment ça fonctionne? C'est finalement assez simple, puisque on va construire un repository Git. Déjà, c'est la base du truc, faut tout mettre dans un repository Git. Ça permet de versionner, ce qui est déjà un super truc, parce que jusqu'à maintenant, le versionning des requêtes SQL qu'on passait à la mimine dans une console de base de données, c'était un enfer. Hein, on va être très clair là-dessus. Hein, donc, et d'entrée de jeu, DBT dit ouais, nous, on va résoudre les 3 problèmes qu'il y a. Enfin, notamment les deux plus gros problèmes qu'il y a. On va pas seulement fournir un moyen de faire des requêtes SQL modulaires, mais on va aussi fournir le moyen d'avoir des métadonnées autour de ces requêtes SQL, de dire, ok, si vous voulez définir un peu de métadonnées, savoir quel champ, à quoi il correspond, ainsi de suite, vous pouvez le faire. Si vous voulez aussi fournir un petit peu de testing autour de vos données, dire, ah ben ça, cette colonne-là, je voudrais faire des tests dessus pour savoir si les valeurs sont uniques, et ainsi de suite. Et puis, fournir le moyen d'avoir de la documentation. Donc en fait, un modèle DBT, ce qu'on qualifie de modèle, c'est ce qui va générer une table ou générer une vue. Un modèle DBT, c'est constitué d'un fichier SQL, d'un fichier YAML dans lequel on va pouvoir mettre un peu de paramétrage, un peu de métadonnées, ainsi de suite, et d'un fichier Markdown dans lequel on va pouvoir mettre la documentation.
Donc il n'y a plus d'excuses à ne pas documenter ce qu'on fait comme modélisation. Donc c'est là où le truc commence déjà à être assez sympa de ce point de vue-là. Et puis le deuxième force qu'on va trouver dans DBT, c'est quand vous créez du SQL, vous écrivez pas du pur SQL, vous avez la possibilité de mettre des doubles accolades à certains endroits et d'injecter à l'intérieur des paramètres, puisque chaque fichier SQL est une template Jinja qui permet à ce moment-là euh, d'avoir de l'injection lors du runtime ou dans ce qu'on va qualifier de compilation du modèle SQL, c'est-à-dire que vous avez votre fichier SQL que vous avez écrit dans DBT, et lorsque vous faites un DBT run pour exécuter ce fichier SQL, il va mettre dedans un certain nombre de paramètres. Et par exemple, vous pouvez faire référence à un autre modèle que vous avez fait. Cet autre modèle, il est effectivement matérialisé sous forme d'une table ou d'une vue à l'intérieur de votre database, mais jamais vous allez dire from db.schema.table. Jamais vous allez écrire ça, vous allez juste écrire la référence au modèle. Et lorsque vous compilez votre modèle à la volée avec une cible qui est une base de données bien précise, ce qui va se passer, c'est que à ce moment-là, DBT va mettre le vrai nom physique de votre base de données. Et donc, vous me voyez venir le truc, ça veut dire qu'une modélisation que vous avez faite, vous êtes capable de la transporter éventuellement d'une base de pré-prod vers une base de production en changeant les paramètres qui sont à la racine du projet en termes de destination. Donc c'est là où il y a un petit truc qui résolvait quand même énormément des problèmes qu'on avait de mise en production de DBT, quoi. C'est clair qu'effectivement là-dessus il y a eu un gros progrès qui a été fait de ce point de vue-là. Ensuite, on a un deuxième truc, c'est que ça constitue un DAG. Alors pour ceux qui savent, le DAG, c'est un direct acyclic graph, pour ceux qui n'ont pas cette terminologie dans leur vocabulaire quotidien. Et ce direct acyclic graph, c'est quoi? C'est effectivement le fait de pouvoir dire, depuis une source, j'ai un graphe qui ne boucle pas, mais je vais pouvoir avoir toutes mes sources de données d'un côté et toutes les tables générées en sortie. Et je vais pouvoir voir le cheminement de la donnée, c'est-à-dire de quelle table est dépendante telle table. Si par exemple je fais un select pour créer une nouvelle table, je fais un select quelque chose depuis une autre table, et ben à ce moment-là, je vais pouvoir aller voir que cette table dépend de celle-ci et celle-ci, cette table dépend de celle-ci. Et donc ça, c'est quelque chose de super intéressant puisque ça vous permet aussi de faire des exécutions sélectives et de dire, ben finalement, ok, aujourd'hui, je vais modifier cette table-là, je vais modifier la définition d'une colonne dans l'ordre SQL que j'ai écrit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir dire, ben, recalcule-moi cette table-là et toutes les tables dépendantes, puisqu'on a un graphe qui nous permet d'avoir ces dépendances. Et ça, c'est quand même quelque chose qui s'inspire aussi un petit peu de ce qu'on peut avoir sur la compilation sélective, c'est-à-dire que quand on recompile un énorme projet avec du code, quand on refait le make, généralement on arrive à faire le make où on refait juste un module et on recompile tout ce qui dépend de ce module-là. Donc c'est quand même des trucs assez intéressants de ce point de vue-là. Et chez DBT, ils ont aussi tout de suite intégré la notion de test, c'est-à-dire qu'on peut on peut exécuter des tests. Alors ça peut être des tests qui sont formalisés sous la forme d'une requête SQL, c'est ce que moi je qualifie plutôt généralement de tests fonctionnels, mais ça peut aussi être des tests unitaires où on va juste avoir des critères d'unicité, de référence, de valeur acceptée, de choses comme ça sur une colonne. Et quand on fait DBT test, en fait, DBT, il va traduire ça sous forme de requête SQL et il va exécuter les requêtes SQL sur votre base. Alors, il faut faire attention parce que si vous êtes dans un large scale data warehouse, par exemple, pensons par exemple à BigQuery, le DBT test, il peut être susceptible de s'exécuter sur toute la table et donc de vous faire quand même un coût important en termes de lecture quand vous allez exécuter le test. C'est un peu l'expérience qui parle là. On s'est rendu compte parfois que ça pouvait être un petit peu gênant, cette affaire. Et donc, et donc, on va pouvoir faire ça. Et puis aussi, DBT a introduit très vite un petit truc sympa. On a parlé tout à l'heure du fait de pouvoir faire du Jinja. Vous pouvez définir des macros. Imaginez que vous voulez faire une requête SQL qui fasse un pivot d'une table et qui recrée des colonnes
pour une autre table. Si vous devez l'écrire, cette requête SQL, c'est un enfer, quoi. C'est-à-dire que vous allez écrire des cases, machin, à pu en finir. Ben, en fait, vous pouvez faire une boucle en Python qui va vous générer du code à l'intérieur et ça, c'est une macro qui va vous permettre de générer un sous-morceau de requête SQL et vous allez vachement gagner de temps en faisant cette macro comme ça. Donc c'est vraiment des choses super intéressantes de ce point de vue-là, qui permettent d'accélérer le développement là-dessus. Et puis il y a tout un set de commandes, c'est-à-dire quand vous installez DBT, c'est un package Python que vous installez et vous allez vous retrouver avec tout un set de commandes que vous pouvez opérer, qui vont être les DBT run pour exécuter les modèles, ou du DBT test, du DBT docs pour générer de la documentation, puisque bien évidemment, tout ça, ce que ça fait, c'est que ça vous crée un artefact avec dedans un grand fichier JSON dans lequel il y a toutes les caractéristiques de votre projet, avec toutes les colonnes et tout ce qui s'ensuit. Et puis, si vous faites un DBT docs generate ou un DBT docs serve, je crois, je me souviens plus exactement de la syntaxe, eh bien, vous allez pouvoir à ce moment-là avoir un site web qui va être dans lequel vous allez pouvoir naviguer, qui vous donne un mini catalogue de votre projet avec donc c'est un catalogue technique, hein. Il n'y a aucune notion de glossaire métier comme on peut trouver dans d'autres catalogues du marché, mais vous allez retrouver assez rapidement un catalogue technique qui permet de naviguer dans le schéma de vos bases de données, de pouvoir voir quels sont les trucs, et aussi de voir dans ce catalogue toutes les documentations que vous avez remplies dans les fichiers Markdown, évidemment. Et puis aussi les métadonnées que vous avez pu saisir en termes d'attributs que vous voulez mettre par rapport à vos colonnes, en termes de valeurs acceptées ou de choses comme ça. T'avais le Voilà. lineage aussi dans la doc. Et dans la doc, effectivement, on se retrouve avec un très joli graphe qui permet d'avoir le lineage où on peut sélectionner une table et voir les tables dépendantes, les tables ascendantes et les tables descendantes autour de cette table-là. Et ça, c'est un super truc parce que à un moment donné, pour faire une étude d'impact, dire alors attention, si je bouge cette table, si je change quelque chose dans cette table, quels sont les autres trucs qu'il faut que j'aille regarder, que j'aille vérifier pour être certain que ça fonctionne bien. Et ça, c'est un super outil pour pouvoir aller naviguer là-dedans. Donc ouais, effectivement. Et moi, on pourrait se poser la question, me dire attends, ce truc c'est bon, c'est juste fait pour des petits projets. Non, moi j'ai vu d'énormes projets avec plusieurs centaines de tables. Et ça marche très très bien. Il y a évidemment dans cette UI la possibilité de filtrer un petit peu les choses. Mais comme tout ça n'est jamais suffisant, ils ont aussi, chez DBT, été assez malins dès le départ en faisant une notion de package qui permet d'avoir un peu des plugins qu'on rajoute et de pouvoir faire des choses supplémentaires. Par exemple, en Python, il y a eu souvenez-vous, il y a une librairie qui s'appelle Great Expectation qui permet de construire des tests sur des données qui au départ a comme champ d'application plutôt des environnements de base de données traditionnels ou des pandas et autres environnements. Eh ben, ce Great Expectation, il va avoir son portage en DBT qui s'appelle DBT Expectation. Et donc là, vous vous retrouvez avec, même si dans DBT, il y a déjà un set de fonctions, de macros qui sont fournis, qui est déjà super important, ben là, avec DBT Expectation, vous avez un ensemble de fonctions que vous pouvez mettre dans votre projet qui est complètement dément et qui vous permet de faire des tests des tests statistiques, des choses comme ça, vraiment des choses super fines pour tester vos données. Donc vraiment super outil là-dessus, quoi. Puis c'est plein de data sources après, non? T'avais des choses. Enfin, t'avais de tout et Alors, de n'importe. Enfin, pas tout et n'importe quoi, c'est maladroit de dire ça, mais t'avais toutes les data sources qui n'étaient pas gérées par défaut, tu feras des plugins additionnels et t'es plein de choses dans ce genre-là, quoi. ouais, on pouvait rajouter des packages, effectivement. Si par exemple votre base de données, elle n'est pas dans la distribution core de DBT, il est fort probable que quelqu'un a fait que les mainteneurs de cette base de données ont fait un package qui vous permet de travailler avec cette base de données dans DBT. Donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement extensible. Et ça aussi, c'est dû parce qu'il y a une énorme communauté aujourd'hui de DBT. Donc c'est à un moment donné, en 5 ans, le truc, il a clairement il est vraiment parti avec une communauté énorme, avec une conférence annuelle, avec plein de choses, avec un écosystème d'intégrateurs. Et puis l'un des gros points forts, je le disais juste avant, c'est d'avoir une doc et des tests intégrés, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre mettre les mains dans un projet qui a été fait avec DBT et mettre les mains dans un projet qui a été fait avec un repository de requêtes SQL
qui sont orchestrés par un Airflow ou un truc comme ça. Ouais. Euh, même si souvent DBT, on voit souvent DBT orchestré par Airflow, hein, enfin la modularité, le fait de pouvoir avoir des modèles qui soient testables unitairement, enfin c'est un vrai truc qui change la vie, quoi. Alors tout ça c'est pas rose, hein, bien sûr, mais on a bien évidemment quelques petits défauts. Alors DBT il fait que du SQL, c'est-à-dire que si vous voulez coupler un bout de PySpark avec un bout de SQL ou un bout de Python tout court c'est très compliqué de le faire. Il y a le Jinja, il doit être à l'intérieur d'un SQL si vous voulez faire du Jinja, donc c'est un peu compliqué. Il y a un autre défaut qui est vraiment, vraiment important, c'est dès lors que vous voulez faire sur vos données des mises à jour incrémentales, c'est-à-dire que quand vous allez faire un DBT run, il va prendre votre définition de modèle qui est un select quelque chose pour définir la table, qui est select from une autre table, et le résultat, il va faire un insert dans une nouvelle table qu'il va créer en regard de ça. Alors évidemment, si vous faites de la mise à jour incrémentale, il y a possibilité de mettre des tags à l'intérieur de vos modèles pour dire que c'est en incrémental que vous avez travaillé ce modèle-là, mais foncièrement, c'est un truc compliqué. On peut assez rapidement se prendre les pieds dans le tapis, et ça, c'est vraiment le truc qui est gênant là-dessus. Si vous avez plusieurs projets DBT, c'est pas facile de les faire collaborer ensemble, c'est-à-dire qu'un projet soit la source du suivant, enfin, parce que vous avez voulu décomposer en plusieurs équipes dans votre environnement, donc ça, c'est pas facile. Et puis, on a souvent, si vous avez suivi, on a parfois parlé de stratégies qui soient du test, audit, build, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez tester si la donnée pour créer un modèle, elle est viable, et à ce moment-là, vous allez créer le modèle. Vous allez faire ce test, vous allez auditer les résultats du test et vous allez faire le modèle. Eh ben ça, c'est pas facile à faire. Ce genre de conditionnel, de fonctionnement conditionnel, est pas facile à faire chez DBT. Donc il y a vraiment quelques petits points, quelques petites ombres au tableau. Et donc c'est ce qui nous amène, évidemment, à parler de SQL Mesh. Mais Nico, je crois que tu as un truc à dire. Ouais, ce qui voudrait dire que mettons, si tu offloads tes données de ta base dans du Parquet ou du Iceberg ou ce que tu veux, en fait, il va pas être, pour ce genre de projet-là, ça va pas marcher, quoi. Alors, si tu offloads tes données dans du Parquet ou de l'iceberg, si, puisque tu pourrais te retrouver, aujourd'hui, la plupart des bases de données SQL sont capables de faire des tables externes qui sont liées à ces éléments, ou alors, c'est pas moi qui l'ai amené. C'est pas moi qui. Je m'en vais, c'est ça. Ou alors, tu peux utiliser un DuckDB. Nous, on a fait du DBT au-dessus de DuckDB pour aller lire des fichiers Parquet qui sont dans du S3. Ok. Ouais, donc il te faut un outil, un intermédiaire qui te remet ça en SQL. Absolument. DBT ne fera que du SQL. Ce qui est très certain, c'est que il ne saura parler qu'à un moteur SQL. C'est aussi pour ça que l'exécution d'un DBT, l'autre jour un client me disait mais oui, il faut que je mette quoi comme ressource? Il faut un gros serveur pour me faire tourner DBT. Je dis non, c'est un conteneur avec le minimum de ressources pour faire tourner le package Python dedans, puisque lui, ce qu'il va faire, il va juste envoyer des ordres SQL à un tiers qui les exécutera. Donc en fait, DBT, il a juste besoin d'un peu de mémoire pour maintenir son DAG, et c'est quand même pas foufou comme quantité de mémoire. Mais il va juste être. Vous prenez un petit conteneur dans lequel vous mettez le package, le Python plus le package DBT Core plus le client de votre base de données dedans, et c'est fini. Vous n'avez pas besoin de plus. Donc non, on est vraiment dans un truc extrêmement léger pour DBT, puisque il se contente d'envoyer des ordres à une machine qui, elle, sera capable de faire ce gros travail bien lourd, quoi. Okay. Je propose de regarder un petit peu SQL Mesh. Donc, qui SQL Mesh est arrivé beaucoup plus tard hein, dans le paysage, puisque alors j'ai pas la date. Tiens, c'est petite. J'ai pas la date, mais c'est une boîte qui s'appelle Tobico Data qui a créé ce framework open source en se disant, bah, attends, DBT c'est pas mal, mais on va essayer d'aller un peu plus loin.
Et par contre, tout de suite, d'entrée de jeu, ça a été fait pour des ingénieurs, pour des data engineers. Voilà, soyons très clair, le truc, il est fait pour des data engineers, il est fait pour appliquer à ce sujet-là toute la pratique de développement de software engineering et d'être capable d'avoir quelque chose qui soit industrialisable par concept immédiat, quoi. Donc on n'est pas juste on facilite la création et l'organisation de requêtes SQL, mais là on est vraiment dans un truc qui permet de pouvoir gérer les changements. Il y a, je fais souvent, quand on me demande ce qu'est SQL Mesh, je fais souvent un parallèle avec la proposition de valeur de Terraform. C'est-à-dire qu'il y a ce sujet de comment est-ce qu'on va créer on va setuper de l'infrastructure, on va setuper des éléments et avoir la possibilité de faire que ces éléments soient reproductibles et soient faciles à ingénérer dans la durée, quoi. Voilà. Les constats de départ d'un SQL Mesh, c'est quand même clairement on a des outils, on risque de tout casser quand on change des modèles. Aujourd'hui avec DBT, c'est un vrai sujet, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de faire une étude d'impact, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que on n'a pas la capacité à simuler l'impact d'un changement dans DBT. C'est-à-dire que bon, bah, faut y aller. Et puis bon, la capacité à faire un revert, à avoir ce time travel, à revenir sur la modélisation précédente, elle est quand même super complexe, quoi. On va être clair que, surtout si vous êtes dans de l'incrémental, là, c'est quasi impossible de revenir en arrière, de revenir sur la modélisation N-1. Bon, si vous recalculez tout votre data warehouse, sincèrement, tout est possible. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui a sur ce SQL Mesh qui a été vraiment, il y a une inspiration DevOps super forte dedans qui permet d'aller vraiment très très loin là-dessus. Et puis tout à l'heure on parlait de faire exclusivement du SQL avec DBT. Bah là avec SQL Mesh vous pouvez faire du SQL ou du Python. Et donc là c'est là où ça devient super intéressant parce que vous pouvez créer un modèle sous forme d'un fichier Python et sous forme d'une fonction Python qui renvoie évidemment qui renvoie une définition de données claire, nette et précise, puisque à la fin, il faut quand même que vous committiez la chose dans votre base de données. Mais au moins, vous pouvez faire une logique plutôt que d'avoir juste cette interpolation de Python à l'intérieur du SQL comme on l'avait avec les Jinja templates. Là, vous pouvez faire un truc complet en Python qui va générer une requête SQL qui sera exécutée sur votre base de données. Et donc, ça veut dire que vous pouvez avoir plein de tests de données, vous pouvez avoir un SQL qui est super dynamique, plutôt que quelque chose qui soit juste paramétrisé par rapport à l'environnement qu'il rencontre, quoi. Donc, c'est vraiment là où il y a un gros changement qui se fait, c'est cette capacité à faire la différence de modèle. Alors, SQL Mesh a une petite particularité, c'est que là où DBT fait des fichiers texte et génère des fichiers SQL, SQL Mesh, lui, il prend ce qu'on veut lui faire et il fait un AST, donc un arbre syntaxique, avec ce que la requête SQL ou le code Python va vouloir faire là-dessus. Et ça permet d'avoir une gestion du changement, une gestion de l'analyse du changement super fine, et de pouvoir aussi faire là où DBT a globalement comme unité la table ou la vue, là on va descendre à la colonne. C'est-à-dire qu'on va être capable de voir des choses vraiment d'un point de vue de la colonne. Et là c'est vraiment super fort de ce point de vue-là, quoi. Et donc, là aussi, le fait de faire cet AST, ça permet quoi d'un point de vue SQL Mesh? Ça permet d'avoir la possibilité de travailler avec différents moteurs de base de données et avec la même base de code. Aujourd'hui, dans DBT, quand vous écrivez pour du BigQuery et que vous allez mettre dans votre SQL des dialectes spécifiques à cette base-là, eh bien, votre code, si vous voulez le faire tourner sur du Snowflake derrière, ou si vous voulez le faire tourner sur un DuckDB en local, si on reprend l'exemple que nous avait donné Florian Caringi quand il était venu, où il disait nos développeurs
leur fait développer les modèles sur un DuckDB local. Avec SQL Mesh, c'est tout de suite plus facile parce que vous avez la certitude que votre code que vous avez développé en local, vous pourrez le porter sur le serveur puisque c'est SQL Mesh qui va s'occuper de ce portage. En changeant de base de données, en passant du dev à la pré-prod, par exemple, vous allez pouvoir changer de base de données. Donc ça, c'est quand même un gros truc intéressant de ce point de vue-là. Il faut quand même que la fonctionnalité existe des deux côtés, quoi. Oui, bien sûr, mais parfois il y a la fonction il y a des subtilités de choses qui s'écrivent Oui. pas tout à fait pareil. Et je ne parle même pas du début de BigQuery où il y avait un legacy SQL qui était le SQL propre qui n'existait que chez BigQuery avec une façon de nommer les tables particulière où il fallait mettre des choses entre côtes, entre machin. Enfin voilà, donc à un moment donné, là pour le coup, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus facile à gérer de ce point de vue-là, quoi. C'est comme tes ORM qui te géraient tu pouvais faire du SQLite en local et du Postgres à la sortie et Ouais, tout à fait. Ouais. t'avais les mêmes requêtes, quoi. Ok. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc ouais, il y a cette notion effectivement de transpilation du SQL qu'on a écrit à un endroit pour en faire un SQL qui soit bien adapté à l'environnement en question, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment et il y a vraiment cette notion du fait qu'il y a un SQL mesh plane, un peu comme dans un Terraform, qui nous donne un peu les détails de ce qui va être changé. Ça permet quand même assez vite de mesurer l'impact de la connerie qu'on est en train de faire, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec SQL Mesh, il y a un peu moins de oups, trop tard. Non, mais Ça arrive jamais. ça, oh, mais non. Trop Euh, rarement. ouais. Et évidemment, bah, de ce fait, tout à l'heure, je parlais de la difficulté à gérer l'incrémental. Avec SQL Mesh, on a un vrai sujet sur le fait que l'incrémental, justement, il est beaucoup mieux géré. Que si on a envie de faire du lineage au niveau colonne, on sait beaucoup mieux le faire. Et donc ça, c'est quand même super. Bon, alors évidemment, il y a un truc qui pêche, hein, c'est que l'outil il est arrivé il y a moins longtemps, donc les cibles elles sont plus limitées, que les environnements dans lesquels ça fonctionne c'est plus limité. Et puis deuxièmement, là où il y avait un élément de séduction avec DBT sur le fait que des gens qui sont des analystes pouvaient grimper un petit peu et faire de la modélisation, là avec SQL Mesh, faut même pas imaginer un instant que des gens qui sont pas développeurs aillent créer des modèles eux-mêmes, quoi. C'est totalement, là, c'est vraiment une syntaxe vraiment faite pour des développeurs. On écrit des choses avec des annotations à l'intérieur d'un fichier Python pour mettre la requête SQL. Enfin, c'est quand même des choses un petit peu plus complexes. La marche est quand même très haute pour que des data analystes puissent aller se mettre sur le sujet, quoi. Ouais, on va être clair là-dessus. Mais la partie Python, finalement, elle n'arrive pas à... Parce que je pensais... Enfin, moi, le souvenir que j'avais de SQL Mesh, c'est que c'était finalement beaucoup de SQL. Euh, mais la partie Python, elle n'arrive pas justement à masquer une partie de cette complexité, entre guillemets, ou le fait, en tout cas, de ne pas maîtriser SQL. Et pourrait te simplifier un peu la vie, en tout cas... Enfin, faut respecter un formalisme, c'est sûr, mais tu vois, pourrait t'aider un petit peu par rapport à du SQL brut. Ouais, je sais bien, mais ce qu'il y a de très certain, c'est que là où quelqu'un qui sait rédiger des requêtes SQL, qui rédige des requêtes SQL dans son outil de reporting, ou alors qui a un outil qui lui génère du SQL dans son outil de reporting et qui recopie ça pour créer un modèle, en DBT, il va pouvoir s'en sortir. Nous, on le voit, on a des gens qui ont été créés des modèles et des modèles et des modèles de manière assez simple. Là, avec SQL Mesh, le paradigme, l'interaction, elle est quand même, elle est plus rebutante, quoi. C'est-à-dire qu'on écrit vraiment du code, quoi. Voilà, avec SQL Mesh, on écrit vraiment du code, quoi. Donc c'est pour pas mal de gens quand même un truc qui est pas très attirant, quoi, hein. Je veux dire, ne me demandez pas pourquoi, je débattrai pas là-dessus. T'as pas des boîtes. Ouais, non, mais c'est toujours la même histoire. C'est effectivement toujours la même histoire. Ah, très rapidement, si on fait un peu la comparaison, donc effectivement, il y en a un qui est très mature avec une large communauté et l'autre est plus jeune. Il y en a un qui est plus fait pour pouvoir faire
on va avoir des tests intégrés. L'autre, c'est super flexible parce que on peut tout faire avec, quoi. Euh, il y en a un qui est fait pour pouvoir avoir une chaîne de dev, pré-prod, prod. L'autre, c'est quand même un peu plus difficile de gérer cette isolation. Euh, L'observabilité de ce qu'on est en train de faire, elle est quand même plus avancée dans SQL Mesh. Il y en a un qui est facile et l'autre qui est quand même beaucoup plus technique. Voilà. Pour résumer, c'est quand même le truc qui est quand même assez amusant. Alors, vous allez me dire à un moment donné, à quel moment il y a des gens qui ont adopté SQL Mesh, parce que comme c'est jeune, est-ce qu'on a des retours d'expérience? Ouais, on a quelques retours d'expérience et surtout de gens qui faisaient du DBT auparavant, qui disaient bah, DBT, ça a été notre choix par défaut. Et à un moment donné, il a fallu qu'on est arrivé à un plafond de verre. Et il fallait qu'on fasse vraiment des trucs compliqués, de scripts qui tournent à côté, qui extraient des données des artefacts, ainsi de suite. Et nous, on le voit hein, chez certains clients, où on a dû faire des circonvolutions assez fortes et on se dit, oh là là, si SQL Mesh avait existé quand on a démarré avec eux, on serait quand même beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai entendu quelqu'un dire, avec SQL Mesh, on avait l'impression de faire du dev. On a l'impression de faire du dev logiciel, pas du bricolage de requêtes. Alors c'est un peu trash, hein, mais c'est les gens que j'ai rencontrés qui ont fait ces stratégies de migration. Ils disent, ben aujourd'hui, nous, on est en une migration progressive. On garde DBT pour des transformations simples avec des équipes qui font du self-service analytics. Et on va aller vers du SQL Mesh pour des pipelines critiques, pour vraiment les trucs qui sont au cœur de notre environnement. Et ça nous permet quand même d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir se dire, ben finalement, on a le cœur du truc qui est super stable, super fiable. Et pour la modélisation, ce qu'on va pouvoir qualifier de modèle sémantique par quelques côtés, qui est vraiment à la main des utilisateurs de la donnée, du DBT peut convenir. Et on est capable derrière d'avoir une migration des assets DBT dans du SQL Mesh, puisque SQL Mesh a bien compris qu'il allait arriver dans un marché où DBT est bien implanté. Et donc, il y a une capacité à récupérer des projets DBT et et à en faire du SQL Mesh. Donc, c'est quand même, voilà, la boîte dont j'avais lu l'interview, c'était une scale-up de la fintech et les mecs disaient, bon, bah voilà, on fait ils font 30 modèles mis à jour par semaine. Ils ont du Snowflake, un peu de Spark avec des traitements lourds, des dashboards critiques en production, des équipes qui mêlent data engineer, analytic engineer et dev produit. Et il dit, après un an d'utilisation de DBT dans ce contexte, on s'est rendu compte que ouais, c'était super, on a eu une super adoption, on a pu documenter, c'était vachement bien. Mais à chaque semaine, lorsqu'on faisait le rollout des modèles qu'on avait changé, on serrait vraiment les fesses, quoi. C'était vraiment compliqué, quoi. C'est-à-dire que il y a les environnements de dev, c'était compliqué à gérer, le fait que tout fonctionne, tout soit à peu près pareil. Et puis il disait ils arrivaient à ce sujet dont on parlait tout à l'heure, que les templates Jinja, c'était parfois pas suffisant, qu'il fallait pouvoir faire une vraie logique conditionnelle. Donc, ils sont arrivés au même truc que moi j'ai rencontré, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve à faire des scripts Python à côté qui modifient le repo avec les scripts pour générer du SQL à côté parce qu'on n'arrive pas à le générer avec, avec ce qu'il y a dans DBT. Et donc là, on se retrouve avec des commits qui peuvent être foireux, enfin des choses comme ça. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Et donc ils disent, bah voilà, aujourd'hui, on est beaucoup plus serein par rapport à ce qu'on a fait. On n'a pas de surprise. On a des cycles de dev et de déploiement qui se sont accélérés. On a un lineage à la colonne qui nous permet d'être super précis, de savoir l'impact qu'on a si on modifie une colonne. Quels sont les datasets fournis à nos clients qui seront impactés. Et donc ça, ce lineage colonne, en fait, tu te rends compte que tu y arrives vraiment très très vite, quoi. Et donc c'est vraiment un levier de structuration, quoi. C'était les termes. Ils disaient ouais, nous voilà, on a gagné, c'est de la confiance pour déployer, pour tester, pour refactorer. Avec DBT, on avait toujours peur de casser quelque chose. Avec SQL Mesh, on bosse vraiment comme les devs à côté qui développent le reste du produit, quoi.
La conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de gagnant universel, quoi. Il y a vraiment deux philosophies. Il y a des clients chez qui, si vous allez avec un SQL Mesh, ils vont vous dire non, non, c'est no way, quoi. C'est inadapté. C'est impossible pour nous d'aller vers ce sujet-là. Mais par contre, effectivement, si vous voulez mettre du DBT en production, il va falloir entourer le truc d'un paquet de choses pour pouvoir rassurer tout le monde sur le fait que ça va bien se passer, quoi. Et ça, c'est un autre sujet non négligeable que vous allez pouvoir résoudre avec SQL Mesh, quoi. Donc bon, à nouveau, comme souvent dans notre histoire, ça dépend de la culture, des équipes, de tout ce que vous voulez. Ça dépend énormément de l'humain, ce qui est quand même un truc très rassurant parce que finalement, toutes nos histoires de machines et compagnie, l'humain finalement reste le truc bien au centre de la chose, quoi. Ouais. Tiens, une petite question, parce que je l'ai pas abordé. Les gens de chez enfin les créateurs là de, je sais plus le nom, Tobico Data. Tobico Data, ils ont une offre, j'en sais rien, cloud, premium. Qu'est-ce que Euh, tu, ou parce qu'ils font pas, enfin ils doivent bien se financer, ils doivent bien manger ces gens-là. alors chez Tobico Data, si on va sur leur site, effectivement, il y a un Tobico Cloud qui est leur offre payante, qui va permettre de faire tourner au même titre que ce que faisait DBT, hein, où vous aviez le DBT Core et après vous vous débrouillez pour mettre tout ce que vous voulez mettre, le Chrome autour pour pouvoir en faire un truc utilisable par des utilisateurs. Bah là, avec Tobico Cloud, vous avez une version tout intégrée qui vous permet de gérer les data transformations à l'intérieur de donc à l'intérieur d'un environnement tout bon qui donc intègre du SQL Mesh et va aller dialoguer avec vos bases de données directement depuis le cloud. Donc la physionomie est vraiment très proche de ça. Euh, et c'est quand même quelque chose d'assez simple. Alors j'ai oublié de parler d'un petit truc. J'ai oublié de parler du fait que les gens qui sont dans l'environnement Google, ils ont aussi une autre alternative qui s'appelle Dataform. C'est effectivement, Dataform fait la même chose que DBT et SQL Mesh, mais est réservé exclusivement à l'environnement BigQuery. C'est une boîte qui avait fait ça, non pas en Python, mais en JavaScript, et qui a été rachetée par Google. Alors de manière assez inquiétante, la boîte avait disparu pendant 2 ans, c'est-à-dire que le produit a disparu pendant 2 ans au moment où Google l'a racheté. Et puis il s'est avéré que derrière ça, ils ont sorti ce produit, ils l'ont intégré à la console BigQuery. Alors très sincèrement, je l'ai jamais testé, puisque nous on était déjà parti sur DBT avant que ça apparaisse chez nos clients qui sont des clients BigQuery. Mais voilà, il y a cette alternative qui existe là-dessus, quoi. Et du coup, tu fais tes requêtes en JavaScript ou c'est, Non, tu fais tes ça requêtes, fait un peu tu peur, fais mais tes requêtes en SQL et tu es capable de mettre là où tu fais ton Jinja avec du Python à l'intérieur, là, dans DBT, tu vas le faire en ok. JavaScript à l'intérieur de ça. Voilà. Voilà. Globalement, l'idée, c'est celle-là, hein. C'est pas, c'est, et bon, aujourd'hui, je sais pas combien de gens partent sur Dataform, euh, plutôt que de partir sur DBT. J'en sais rien. Mais sincèrement, je suis pas certain que je tenterai l'aventure, moi. Ouais, puis ça c'est un lock-in sur Google. Alors après, ça Ben dépend voilà. comment tu gères ton lock-in, mais soit tu dis finalement je vais être un peu universel et je fais du DBT ou du SQL Mesh, ou alors j'utilise à fond mon provider cloud et je fais du Dataform, quoi. Alors, la question que j'ai pour toi, Nicolas, c'est est-ce que ta prochaine étape après les data frames, Je l'attendais. c'est de faire de la modélisation avec SQL Mesh? Je ne suis pas certain. Non, parce qu'en plus, les données que je manipule, elles viennent de Warp 10. Enfin, donc il y a une grosse Ah, partie que je manipule dans Warp 10. Après, je ah renvoie ouais. dans Warp 10. Et ce qui est au Hmm, milieu, effectivement, pour l'instant, c'est un data frame, mais hmm. donc non, Ça pas va tout de perdre un peu suite. de ça va perdre un peu de sa saveur quand même, tout ça au Non, milieu. bah, sinon, non, faut que j'aille dans, enfin, sinon, faut que je prenne dans Databricks, parce que après, j'utilise les fonctions de Warp 10, machin, ça devient compliqué, quoi. Je suis pas sûr que mon chef apprécie la note. Je suis pas sûr d'avoir envie d'aller quand même dans ce scénario-là. Donc non, 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 peut-être une autre fois, peut-être. Je te remercie de la proposition. Donc voilà.
Donc c'était un peu cette passage en revue de cette affaire de comment on peut faire les outils qui sont disponibles et faire un petit peu un état de l'art du moment sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc bien évidemment, si vous êtes développeur, le pari du futur, c'est quand même plus SQL Mesh que DBT. Ça semble assez évident puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été corrigées, mais l'effort quand même est pas négligeable pour y aller, quoi. Voilà. Et pour l'instant, d'ailleurs, les gens de chez DBT, ils ont pas. Enfin, l'arrivée d'SQL Mesh les a pas fait revoir leur copie de fond en comble pour l'instant, non. Non, pour l'instant, ils ont pas, je crois pas qu'ils aient annoncé des choses, mais ils ont un train de features quand même assez conséquent ils acquièrent des nouvelles boîtes pour pouvoir augmenter le feature set, mais leur angle reste intact, quoi. C'est-à-dire que leur angle, c'est vraiment ce métier de l'analytics engineer et de vraiment faire que cet analytic engineer, il soit avec une capacité à faire son boulot quotidien de manière beaucoup plus forte et puis à un moment donné à faire qu'on fait remonter les gens qui étaient en bout de chaîne à consommer de la donnée, les faire remonter vers la modélisation. Et ça, je pense que leur stratégie actuelle marche très bien pour faire ça, quoi. C'est clair, c'est évident. Voilà. En tout cas, j'ai appris plein de choses. C'était cool, merci. Ben, de rien. Ben, écoute. J'ai ça. Donc, pour reprendre ce qu'on vous a dit en début d'épisode, on serait ravis de débattre de tout ça avec vous lors du Devox. Donc, inscrivez-vous, venez. Alors, je pense que les places sont limitées, donc peut-être qu'au moment de la diffusion de cet épisode, il sera peut-être un petit poil trop tard. Mais de toute façon, on aura passé le message dans le Slack du Big Data Hebdo sur le fait de prendre ses places et on sera ravis de partager avec vous lors de cet événement. Moi, je serai aussi, pour ceux qui sont à Devox, venez me voir. Je serai le vendredi matin vers 10h, je crois, quelque chose comme ça, pour parler de DuckDB. Donc, je vais faire un talk. Quelle surprise! Un talk assez étendu sur DuckDB, où on va essayer de montrer un peu toutes les facettes de possibilités qu'il y a autour de l'outil. Donc, eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, on espère que vous avez passé un bon moment à écouter ce podcast, au moins un aussi bon moment que nous avons eu à le préparer et à l'enregistrer pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à abonner d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce podcast. C'est toujours un plaisir lorsqu'on vous rencontre lors de Meetup et que vous nous parlez du plaisir que vous avez écouté ce podcast. Merci, merci, merci pour vos écoutes et vos encouragements. Et on vous retrouve très très bientôt. À bientôt.